Une seule phrase de Donald Trump a suffi pour électriser tout un continent déjà épuisé par les crises et les ingérences. En quelques heures, les chaînes d'information ont répété sa promesse de intervenir vicieusement. Le Naïra a commencé à plier, et Abuja s'est découvert coincé entre la peur du chaos interne et la dépendance assumée à Washington. Dans ce fracas, que signifie encore la souveraineté pour des millions d'Africains, alors qu'Ibrahim Traoré appelle à refuser toute protection sous condition. Et si ce moment, né d'une simple phrase, devenait le point de bascule d'un nouvel équilibre de pouvoir en Afrique? Le débat déclenché par l'avertissement de Donald Trump a révélé un enjeu plus vaste que la simple réaction diplomatique du Nigeria. Derrière cette annonce se cache une tension fondamentale. Jusqu'où un État peut-il accepter une coopération sécuritaire sans sacrifier son autonomie stratégique? Cette question, lourde d'implications, définit aujourd'hui le cœur du rapport de force entre Abuja, Washington et l'ensemble du Sahel. L'intérêt essentiel, protéger la stabilité interne sans dépendre d'acteurs extérieurs, apparaît comme une équation à dix variables dont aucune ne peut être ignorée. Les dirigeants nigérians savent que chaque concession, même technique, peut créer une chaîne invisible difficile à briser. Les mois à venir mettront donc à l'épreuve la capacité du pays à maintenir un équilibre qui semble de plus en plus fragile. Le coût de chaque décision s'étend au-delà du présent. Il façonne la souveraineté, l'économie et la position future du Nigeria dans un paysage géopolitique en recomposition constante. En moins de 24 heures, plus de 200 médias internationaux ont relayé la menace de Donald Trump, transformant le Nigeria en épicentre d'une onde de choc diplomatique. Cette vitesse fulgurante, un récit amplifié avant même que les chancelleries ne réagissent, constitue la première pièce du ce passage et met en lumière un premier dévoilement important. Car derrière cette avalanche d'informations se cache une dynamique plus profonde. Chaque mot de Washington s'inscrit désormais dans un contexte où la souveraineté africaine est scrutée, débattue, contestée. Et c'est précisément dans cet espace tendu qu'émerge la voix d'Ibrahim Traoré, figure de plus en plus centrale dans le discours panafricain. L'histoire récente éclaire ce basculement. Lorsque Trump évoque une intervention au nom de la protection religieuse, Abuja perçoit une ligne rouge franchie trop facilement. Le Nigeria, géant démographique et économique, sait qu'un précédent de ce type pourrait redéfinir les relations de pouvoir dans tout le Sahel. Les dirigeants se retrouvent piégés entre le besoin de stabilité interne et la crainte d'une dépendance renforcée envers les puissances extérieures. À Ouagadougou, la réponse de Traoré circule rapidement. Il rejette l'idée même d'une protection conditionnée, rappelant que les interventions étrangères récentes, en Libye, au Mali, au Niger, ont rarement produit la sécurité promise. Son discours traverse les frontières et rallie Moussaout une génération africaine qui refuse qu'un modèle sécuritaire importé dicte le destin du continent. Les chancelleries occidentales, elles, voient monter un mouvement qu'elles appréhendent, la consolidation d'un bloc sahélien déterminé à prendre ses distances. L'effet domino devient crédible, d'autant que la jeunesse nigériane suit de plus en plus les discours souverainistes venus du Burkina Faso. Ce passage met en lumière un premier dévoilement important, montre que la crise n'est pas née de la seule déclaration de Trump. Elle résulte d'une friction accumulée, d'années de doutes, de désillusions et de rapports de force asymétriques. Ce moment n'est donc pas un accident, mais la conséquence logique d'un continent qui cherche à reprendre la main sur sa propre narration géopolitique. Dans cette zone de turbulence diplomatique, un acteur devient le fil conducteur indispensable pour comprendre l'évolution du rapport de force. Le Nigeria lui-même, pris entre l'urgence sécuritaire et la nécessité de préserver son autonomie stratégique. Dès les premières heures suivant la déclaration de Donald Trump, l'administration d'Abuja a convoqué une série de réunions internes pour mesurer l'ampleur du choc. Les conseillers du président ont rapidement compris que la crise
dépasserait largement la simple dimension rhétorique. Dans un premier exemple concret, dans un bâtiment administratif du centre d'Abuja, une cellule de crise évalue discrètement les scénarios possibles. Les diplomates présents constatent que toute réaction trop conciliante pourrait être interprétée comme une faiblesse, tandis qu'une réponse trop ferme risquerait de fragiliser les programmes de coopération sécuritaire déjà en place. Les notes internes montrent une inquiétude palpable. La frontière entre partenariat et dépendance se brouille davantage à chaque déclaration publique. Dans un second exemple tout aussi révélateur, dans le nord-est du pays, les responsables militaires observent un regain d'activité des groupes armés. Profitant de la confusion politique, certaines factions testent les limites de l'armée nigériane, cherchant à déterminer si le pays vacille réellement sous la pression géopolitique. Ces attaques ponctuelles n'annoncent pas une offensive coordonnée, mais elles illustrent la vulnérabilité créée par la tempête diplomatique. Ces deux exemples révèlent un même fil rouge. La perception du Nigeria comme un acteur fragilisé peut elle-même devenir un facteur aggravant. Les premières heures d'une crise façonnent souvent son évolution, et le pays le sait. Pour Abuja, l'enjeu n'est donc pas uniquement de répondre à Washington, mais de préserver la cohésion interne. Cela signifie en substance que tout vacille lorsque la souveraineté se fissure. On peut dire que tout se déclenche alors. Tout commence avec une phrase courte, tranchante, presque clinique. Donald Trump promet d'intervenir vicieusement. Le message traverse les réseaux diplomatiques en quelques minutes. À Abuja, l'effet est immédiat. Les lignes téléphoniques s'embrasent, les ministères s'agitent, les conseillers comprennent qu'il ne s'agit pas d'une déclaration ordinaire. Une menace de cette nature, adressée à un pays aussi stratégique que le Nigeria, suffit à déstabiliser même les institutions les plus rodées. Dans les premières 24 heures, la panique était feutrée mais réelle. Les analystes voient déjà les failles. Marché en tension, incertitude politique, réaction internationale imprévisible. Au même moment, les rues s'animent. Les jeunes Nigérians très connectés se saisissent de la nouvelle. Des hashtags explosent. Les vidéos explicatives se multiplient. La question n'est plus seulement ce que Washington veut faire, mais ce que l'Afrique peut encore assez accepter. C'est dans ce bruit que la voix d'Ibrahim Traoré réapparaît, nette, tranchée, refusant tout vernis diplomatique et affirmant que la souveraineté ne peut être négociée. Le moment de tension maximale apparaît ensuite. Les chancelleries occidentales s'empressent de calmer le jeu. Elles parlent de malentendus, de rhétorique trop brusque, de mauvaises interprétations médiatiques. Mais il est trop tard. La tempête est déjà là. Le Naira chute de 8% en un mois. Les investisseurs se retirent. Les compagnies pétrolières suspendent des projets clés. Le gouvernement nigérian comprend que la menace politique s'accompagne d'un choc économique réel. Dans le nord-est, les groupes armés profitent de la confusion pour multiplier les incursions. Rien de massif, mais suffisamment pour rappeler que le moindre glissement géopolitique peut raviver les fractures internes. Les communautés chrétiennes et musulmanes s'inquiètent. Les tensions religieuses montent. Là encore, l'effet domino est palpable. Pendant ce temps, à Ouagadougou, Ibrahim Traoré utilise ce moment pour renforcer son discours. Il parle de dignité, de souveraineté, de libération des dépendances. Son message circule en boucle dans les pays du Sahel. Ce n'est plus seulement un discours burkinabé, c'est un manifeste régional. Et pour beaucoup de jeunes Nigérians, il devient une alternative idéologique à la politique d'équilibriste menée par leur propre gouvernement. Les répercussions qui suivent deviennent alors visibles. Les décisions prises dans les jours suivants façonnent toute la suite. Et Tinubu choisit une posture intermédiaire. Dialoguer avec Washington, mais sans céder ouvertement. Les États-Unis envoient des signaux rassurants, tout en maintenant leur influence stratégique. Les marchés restent nerveux. Les ONG alertent sur l'augmentation de 15% des incidents communautaires. Les rues de Lagos et d'Abuja s'embrasent de manifestations souverainistes.
Les slogans citant Ibrahim Traoré deviennent viraux. La jeunesse réclame un repositionnement géopolitique profond. Le pays se retrouve alors face à une évidence. La crise née d'une phrase n'est que la surface visible d'un malaise géopolitique accumulé pendant des décennies. Le fil des événements montre qu'aucun pays ne peut rester neutre lorsque sa souveraineté s'est mise en doute. Le Nigeria vient d'en payer le prix. La transition entre l'alerte diplomatique et la réalité économique se lit d'abord dans un mouvement clair. Le passage d'une situation initiale à une situation transformée. Avant la déclaration de Donald Trump, le Nigeria avançait sur une trajectoire fragile, mais relativement stable. Après, les indicateurs clés se dégradent simultanément, confirmant que la crise n'est pas seulement politique, mais systémique. Une première mesure importante montre que la dévaluation du Naira, 8% en un mois. Ce glissement rapide illustre la nervosité des marchés face à une menace perçue comme un signal d'ingérence imminente. Les investisseurs interprètent cette chute comme la preuve d'une vulnérabilité interne persistante. La perte de 8% du Naira révèle une fragilité structurelle encore non résolue. La réaction des compagnies pétrolières suit la même logique. Plusieurs projets d'investissement sont suspendus ou redimensionnés, amplifiant la pression budgétaire sur Abuja. Le gouvernement réalise que chaque mouvement diplomatique possède désormais un coût financier quasi immédiat. Une deuxième mesure significative indique que la baisse de 6,2% des exportations de pétrole brut. Cette contraction survient dans le trimestre suivant, confirmant que les entreprises étrangères ajustent leurs opérations à la baisse dès que la stabilité politique semble compromise. La chute de 6,2% des exportations reflète la méfiance des acteurs énergétiques internationaux. Ces pertes impactent directement les recettes publiques, forçant les autorités à réviser des programmes sociaux et d'infrastructures pourtant essentiels. Les régions déjà fragilisées ressentent en premier les effets de cette réduction soudaine de liquidités. Une troisième mesure révèle que l'augmentation de 15% des incidents communautaires. Cette hausse, observée dans les mois qui suivent de la déclaration, traduit les tensions croissantes entre groupes religieux et ethniques. L'augmentation de 15% des incidents expose l'effet cumulatif des tensions politiques. Les divisions internes, exacerbées par le climat géopolitique, deviennent un terrain fertile pour les groupes militants. Dans le Nord, Boko Haram intensifie ses actions opportunistes. Les ONG locales tirent la sonnette d'alarme. L'espace civique se referme, les peurs s'ancrent. Dans ce paysage troublé, l'ascension idéologique d'Ibrahim Traoré représente un phénomène parallèle mais essentiel à comprendre. Sa rhétorique souverainiste, martelée dans les capitales du Sahel, offre une alternative identitaire à une jeunesse nigériane en quête d'un récit géopolitique nouveau. La hausse de plus de 220% des recherches en ligne autour de Ibrahim Traoré Burkina Faso n'est pas seulement une tendance médiatique, c'est un symptôme, un marqueur du besoin de réévaluer les alliances, les dépendances et les horizons politiques possibles. Le croisement entre ces données économiques, ces tensions sociales et cette montée idéologique dessine une carte précise. La souveraineté n'est plus un concept abstrait, mais une variable de stabilité mesurable. Chaque chiffre souligne que la question n'est plus de savoir si le Nigeria doit redéfinir sa stratégie, mais à quel prix et avec quels partenaires. Pour comprendre la profondeur du débat actuel, il faut présenter de manière loyale, en mode Stillman, les deux visions qui s'affrontent, chacune portée par des arguments sérieux et ancrés dans l'histoire récente de la région. Un premier argument avancé souligne que la ligne souverainiste radicale, les partisans de cette approche, inspirés par des figures comme Ibrahim Traoré, affirment tant que toute coopération sécuritaire ou économique avec les puissances occidentales finit inévitablement par devenir une forme de tutelle déguisée. Ils rappellent les précédents douloureux. La Libye déstabilisée après les interventions extérieures, le Mali empêtré dans des programmes sécuritaires coûteux, et les politiques d'aide qui, sous couvert de soutien,
impose des conditions restrictives. Pour eux, la souveraineté véritable n'est possible que si l'Afrique décide elle-même du rythme, des priorités et des alliances. Ils estiment que l'épisode Trump n'est pas un accident, mais le signe révélateur d'un système où une phrase prononcée à Washington peut provoquer une onde de choc à Abuja. Un second argument rappelle que la coopération pragmatique. Ce camp, proche de la ligne défendue par Bola Tinubu, insiste sur le fait que le Nigeria ne peut ignorer les menaces transnationales qui traversent le Sahel. Les groupes militants, le trafic transfrontalier, les réseaux criminels, l'instabilité religieuse, autant de défis que le pays ne peut affronter seul. Il rappelle qu'entre 2018 et 2020, les interventions américaines ont contribué à réduire de 23% les attaques de Boko Haram, un chiffre qui pèse lourd dans l'équation sécuritaire. Selon eux, rompre brutalement avec l'Occident exposerait le Nigeria à un vide dangereux, laissant le terrain libre aux groupes extrémistes. Une synthèse équilibrée de ces positions indique que les données du contexte actuel montrent que ni l'autonomie totale ni la dépendance assumée ne peuvent répondre pleinement aux besoins du Nigeria. La chute du Naira, la baisse des exportations et l'augmentation des tensions internes prouvent que chaque choix entraîne un coût. Le véritable défi consiste à éviter les pièges identifiés par les souverainistes tout en conservant les bénéfices techniques reconnus par les pragmatiques. La question devient alors, non pas avec qui rompre, mais comment coopérer sans s'aliéner. Tout bascule ici. Cette ligne marque le milieu narratif du récit, là où l'équilibre fragile entre coopération et souveraineté se renverse en tension ouverte. Car à ce stade, un élément inattendu change la dynamique. La rue nigériane, longtemps spectatrice, devient actrice centrale. Les manifestations se multiplient. À Lagos, Abuja, Kano, des milliers de jeunes descendent dans les avenues, brandissant des pancartes, appelant à une Afrique qui choisit enfin pour elle-même. Les réseaux sociaux transforment ces scènes en symboles. Les slogans mentionnant Ibrahim Traoré deviennent viraux, révélant un glissement idéologique profond. Le Nigeria ne débat plus seulement de sécurité, mais d'identité continentale. À ce stade central de l'analyse, éclaire un paradoxe. La crise née à Washington se transforme en catalyseur d'un questionnement interne massif. L'émotion, la méfiance et la fierté s'entremêlent. Les dirigeants comprennent qu'ils ne maîtrisent plus entièrement le tempo. Chaque discours, chaque hésitation, chaque signe venu de l'étranger est désormais traduit, commenté, amplifié. Ce point central modifie l'équation. La bataille ne se joue plus seulement dans les chancelleries, mais dans la conscience politique d'une génération prête à redéfinir l'avenir du pays. La crise déclenchée par la déclaration américaine ne reste pas cantonnée aux sphères diplomatiques. Elle se diffuse dans toutes les strates de la société nigériane et sahélienne. Les conséquences s'organisent autour de 4 grands groupes, pour la population, pour les entreprises, pour l'État, au niveau régional, chacun subissant des effets spécifiques mais interdépendants. D'abord, pour la population. Pour les citoyens ordinaires, la première secousse est économique. La dévaluation du Naira fragilise immédiatement le pouvoir d'achat. Les prix du riz, du maïs ou du carburant augmentent. Dans les quartiers populaires de Lagos ou Kano, les familles réduisent leurs dépenses essentielles. Les tensions sociales s'exacerbent, nourries par les discours religieux et les fractures ethniques. Dans le nord-est, la hausse de 15% des incidents communautaires intensifie le sentiment d'insécurité. Les déplacés internes se multiplient. Les ONG observent une montée des discours de méfiance envers l'Occident, amplifiée par l'influence idéologique croissante d'Ibrahim Traoré, qui devient pour beaucoup un symbole de résistance politique. Ensuite, pour les entreprises, le secteur privé encaisse le choc suivant. Les compagnies pétrolières, Shell, ExxonMobil, Chevron, gèlent des projets clés.
Les investisseurs considèrent que le risque pays augmente. Les contrats logistiques et énergétiques sont renégociés dans l'urgence. Les petites entreprises souffrent davantage. Le coût des importations grimpe, les marges s'effondrent. Les industriels, dépendants des machines ou pièces étrangères, signalent des délais et surcoûts qui paralysent leurs opérations. La confiance des marchés financiers se contracte, renforçant le cercle vicieux déclenché par la chute du Naira. Enfin, pour l'État. Pour l'État nigérian, les causes sont multiples. La baisse de 6,2% des exportations de pétrole prive le budget national d'1 milliard de dollars environ. Des programmes sociaux sont suspendus. Les dépenses sécuritaires augmentent pour compenser l'instabilité dans le Nord. Les conseillers de Tinubu tentent de maintenir un équilibre impossible. Coopérer avec Washington sans paraître soumis, rassurer l'opinion sans provoquer une rupture diplomatique, éviter toute escalade militaire tout en contenant les tensions internes. La comparaison avec l'approche radicale d'Ibrahim Traoré accentue la pression politique. Une partie de la jeunesse nigériane exige que l'État adopte une posture plus ferme contre toute ingérence extérieure. Enfin, au niveau régional au Sahel, l'impact régional devient évident. Le Mali et le Burkina Faso renforcent leur coordination sécuritaire. Les chancelleries occidentales s'inquiètent d'un glissement vers un bloc sahélien plus affirmé, moins dépendant, capable de redéfinir les équilibres stratégiques. Les capitales voisines observent la situation nigériane comme un test. Si un géant comme le Nigeria vacille à cause d'une déclaration extérieure, que dire des pays moins robustes? Les débats sur la souveraineté prennent une ampleur inédite. Les prises de position d'Ibrahim Traoré circulent dans les médias régionaux, nourrissant un discours continental sur la dignité et l'autonomie. Ces 4 dynamiques montrent que la crise dépasse le simple champ diplomatique. Elle devient une recomposition profonde du rapport entre les populations, l'économie, l'État et la région. Les mois à venir pourraient redéfinir durablement la trajectoire du Nigeria, car la crise actuelle agit comme un révélateur et un accélérateur. 3 scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacun porteur d'opportunités et de risques profonds, dans un environnement où l'ombre des déclarations étrangères et la montée des discours souverainistes, dont ceux d'Ibrahim Traoré, continuent de peser. D'abord, scénario base. Stabilité relative et équilibre fragile. Abuja choisit de maintenir une ligne double. Conserver la coopération sécuritaire avec les États-Unis tout en renforçant symboliquement son discours sur la souveraineté. Les accords militaires sont reconduits, mais davantage encadrés. Les marchés restent prudents, mais la dévaluation du Naira se stabilise progressivement. Les tensions religieuses persistent, mais l'État parvient à contenir les flambées les plus critiques. Ce scénario préserve la continuité, mais sans résoudre les causes profondes. Dépendance stratégique, vulnérabilité économique et pression populaire croissante. Ensuite, scénario optimistique. Renaissance de l'autonomie et leadership régional. Sous l'impulsion de la jeunesse et d'un repositionnement politique interne, le Nigeria adopte une approche plus assertive. Inspiré par les discours d'indépendance circulant dans le Sahel, le pays renforce ses liens avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Une stratégie d'autonomie énergétique et sécuritaire se met en place. Diversification des partenariats, relocalisation partielle des chaînes logistiques, investissement accru dans la production agricole et industrielle. Cette dynamique crée un regain de confiance interne. Les tensions sociales se réduisent progressivement. Le Nigeria pourrait alors s'imposer comme un pivot souverainiste modéré, un contrepoids régional aux influences extérieures. Mais cette voie exige des sacrifices budgétaires et diplomatiques importants, ainsi qu'une stabilité politique interne solide. Enfin, scénario worst, isolement et fragmentation interne. Si les signaux économiques continuent de se dégrader, chute du Naira, retrait prolongé des investisseurs,
contraction énergétique. Le pays risque un basculement critique. Les tensions communautaires, déjà en hausse, pourraient s'intensifier. Le Nord-Est deviendrait plus instable, offrant une marge de manœuvre accrue aux groupes armés. Un isolement diplomatique relatif se profilerait. Ni rupture totale avec l'Occident, ni alliance solide avec le Sahel, mais un entre-deux improductif. Dans cette configuration, l'État perdrait en capacité de contrôle et la crise actuelle se transformerait en spirale durable. Au centre de ces scénarios se pose une question. Comment préserver la souveraineté sans fracturer davantage un pays déjà sous pression ? La crise qui secoue le Nigeria ne se limite plus au cercle diplomatique ou aux rapports économiques. Elle touche directement la vie quotidienne, les ambitions et les inquiétudes d'une population qui découvre que chaque décision géopolitique peut changer son avenir. Pour comprendre cet impact, 3 niveaux, 3 cercles d'effets s'imposent. L'incertitude vécue au quotidien. Pour des millions de Nigérians, la dévaluation du naira ne représente pas une abstraction macroéconomique, mais une réalité brutale. Des courses plus chères, un salaire qui s'évapore, des économies qui ne valent plus rien. L'inflation pousse les familles à réduire les repas, à retarder les soins, à renoncer aux projets scolaires. Dans les zones rurales comme urbaines, la méfiance grandit. Pourquoi une phrase prononcée à Washington peut-elle bouleverser des foyers aussi éloignés du pouvoir ? L'inquiétude stratégique. Pour les entrepreneurs, la crise devient un test de résilience. Les coûts d'importation augmentent, les matières premières manquent, les investisseurs se retirent. Les petites entreprises, déjà fragiles, doivent revoir leurs marges, suspendre des embauches, parfois fermer. Les grandes compagnies attendent, observant si le Nigeria parviendra à stabiliser ses relations internationales. Chaque jour d'incertitude fait perdre un avantage compétitif à l'économie locale. L'éveil politique. La tension religieuse, l'inquiétude sécuritaire et l'augmentation des incidents communautaires ont créé un climat nerveux, mais aussi une prise de conscience nouvelle. Dans les universités, les marchés, les transports publics, la question de la souveraineté devient un sujet quotidien. Chacun s'interroge. Qui décide vraiment pour le Nigeria et au nom de quoi ? En somme, ce moment géopolitique n'est pas une parenthèse. Il redéfinit la manière dont les citoyens comprennent leur rôle, leur pouvoir et leur avenir dans un pays en mutation. Pour sortir durablement de la crise actuelle, le Nigeria doit cesser de traiter la souveraineté comme un slogan et commencer à la considérer comme une stratégie opérationnelle. Plusieurs étapes concrètes peuvent se servir de boussole dans les mois à venir, d'autant que les appels d'Ibrahim Traoré à une autonomie réelle résonnent jusque dans les rues de Lagos et d'Abuja. D'abord, recomposer les alliances régionales. Le Nigeria doit renforcer ses liens avec les pays du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, sur des bases d'égalité stratégique. Une coopération centrée sur la sécurité collective, l'autonomie énergétique et la réduction des dépendances peut offrir une alternative solide aux partenariats asymétriques. L'objectif n'est pas de rompre avec l'Occident, mais de diversifier les leviers. Ensuite, relancer la production interne. La crise a montré la fragilité d'un modèle trop dépendant des importations et des investissements étrangers. Abuja gagnerait à soutenir l'agriculture locale, les micro-industries et les chaînes logistiques domestiques. Une économie plus résiliente donne plus de marge diplomatique. Enfin, réformer l'éducation et la formation. Pour affronter les défis technologiques, sécurité numérique et gouvernance moderne, il est indispensable de former une jeunesse capable de penser, créer et décider pour le continent. Une réforme ancrée dans l'histoire africaine et la pensée critique permettrait de consolider l'autonomie intellectuelle, l'un des thèmes centraux évoqués dans les discours d'Ibrahim Traoré. Enfin, faire de la transparence une règle. Une règle. La souveraineté exige que les citoyens comprennent les décisions prises dans leur nom. Publier les critères des partenariats, expliquer les compromis et évaluer les résultats renforcera la confiance publique et limitera les manipulations. Ce chemin n'est ni simple ni rapide,
mais il offre une possibilité réelle de transformer la crise en moteur de reconstruction stratégique. Au terme de cette crise, une évidence s'impose. Le Nigeria n'a plus le luxe d'ignorer les fractures révélées au grand jour. Les premiers instants décrits dans les cellules de crise d'Abuja, ces salles éclairées au néon où des conseillers tentèrent de comprendre l'ampleur du choc, fonctionnent ici comme un motif de retour. Ce moment suspendu, évoqué dans la partie 4, rappelle que la souveraineté ne se joue jamais dans le confort, mais dans la tension, l'incertitude et la lucidité. Dans cet espace fragile, la voix d'Ibrahim Traoré a trouvé un écho surprenant. Son refus catégorique de toute dépendance exprime une aspiration partagée par une jeunesse qui refuse d'être spectatrice du destin continental. Non pas parce qu'il offrirait une solution immédiate, mais parce que son discours redonne un sens à un mot trop souvent vidé de sa substance. Dignité. L'émotion collective née de cette crise n'est pas qu'un frémissement passager. C'est un rappel que chaque nation doit choisir comment elle veut se tenir face au monde. La souveraineté n'attend personne. L'Afrique entre dans une période charnière où chaque citoyen, qu'il vive à Lagos, Ouagadougou ou Accra, devient une partie prenante du débat sur l'avenir du continent. La crise déclenchée par une simple déclaration extérieure a mis en lumière la vulnérabilité des nations, mais aussi leur capacité à se rassembler autour d'un même désir, celui de reprendre la maîtrise de leurs choix. Les discussions dans les universités, sur les marchés, dans les transports publics montrent une même dynamique. Un continent qui ne veut plus subir, mais comprendre, débattre et agir. Dans cet élan collectif, chaque voix compte. Partager une réflexion, interroger un modèle, ouvrir un dialogue avec son entourage devient un acte politique en soi. Les transformations profondes commencent souvent par de petites conversations qui, mises bout à bout, redessinent l'imaginaire d'un peuple. Alors, que souhaitez-vous voir émerger pour l'Afrique de demain? Quels choix, quelles priorités, quelles alliances devraient guider les années à venir? La réponse n'appartient pas qu'aux dirigeants. Elle se construit dans chaque échange, chaque question, chaque prise de position citoyenne.